Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Point Ciné Critique, je continue d'explorer la carrière du réalisateur-acteur Clint Eastwood quelques jours à peine au moment où cette vidéo est publiée avant la sortie de son Juré numéro 2. J'en arrive à un autre métrage qui parle de justice au sens large, sorti en 1999, Jugé coupable ou en version originale, Time Crime, adapté d'un roman écrit par Andrew Klavan, qui a aussi été scénariste dans sa carrière, mais il ne participe pas ici à l'écriture, partagé entre trois noms. Bon, ça je vais y revenir peut-être. C'est plutôt un film de commande pour Eastwood, un projet qui a été proposé notamment à George Clooney, mais une fois qu'il s'est engagé donc dans sa confection, il s'est octroyé, à moins qu'on le lui ait donné de bon cœur, le rôle principal, comme dans quand même beaucoup de ses films. Et à ses côtés, nous avons le jeune à l'époque Isaiah Washington, qui est notamment connu pour un rôle marquant dans la série Grey's Anatomy, moins au cinéma, mais il en a fait d'autres des films. On reconnaîtra aussi James Woods et Denis Leary, qui sont, on va dire, les supérieurs du personnage de Clint Eastwood, qui est un journaliste. Diane Venora, qui interprète son épouse. On reconnaîtra aussi le regretté Michael Jeter. Et alors, toute jeune à l'époque, Francesca Eastwood, l'une des filles de Clint, qui est enfant ici, qui joue sa fille dans le film. C'est très intéressant ça. Il y a même un petit caméo de Lucy Liu. Je ne sais pas si c'est son premier rôle au cinéma, mais elle est là. Et à Michael... ah oui, c'est vrai que j'ai oublié celui-là. McKean aussi. Alors lui, vous le connaissez dans la série Better Call Saul, notamment. Mais alors là, il joue un révérend. Personnage assez étrange en soi, mais qui représente peut-être pas mal de trucs par rapport à l'Amérique blanche, puritaine au sens large, que Eastwood veut écorner, comme il le fait souvent en remettant en question certaines choses de son pays qu'il aime pourtant beaucoup. Alors, évidemment, hein, ce n'est pas ici son écriture, mais il y a beaucoup de lui-même, notamment dans ce personnage principal, donc un journaliste, il s'appelle Steve Everett, qui est un petit peu le roi des journalistes à New York. Il a quand même essayé de faire vaciller le maire. Mais bon, depuis, il a été un peu poussé à l'extérieur et il a fait une bêtise, on sent, en essayant d'innocenter quelqu'un qui s'avérait être coupable, un violeur. Bon, du coup, peu de temps après, enfin quelques années après, là, on sent qu'il cherche une forme de rédemption. Alors, il a subi l'alcoolisme et tout, et le destin va lui offrir une possibilité donc d'être important par un retournement assez morbide, puisque son ami journaliste, avec qui il essaye d'avoir une aventure d'ailleurs, qui s'occupait donc d'une dernière interview d'un futur condamné à mort, là, je vais en parler après, est victime d'un accident dans le virage de la mort. Voilà. Et donc il va reprendre, le projet d'interview, mais aussi l'enquête sur cet homme, un certain Frank Beecham, joué par Isaiah Washington, sur les dernières heures avant son exécution. Et poussé par son instinct, son flair, la seule chose dans laquelle il croit, Steve Everett va tenter de l'innocenter parce qu'il a compris qu'il y avait des grosses failles dans, on va dire, les conclusions de cette enquête un peu bâclée parce que, voilà, suite à un meurtre dans une sorte d'épicerie, tout ça, il était sur place, malheureusement, les mains en sang et tout, un homme blanc l'a vu et ça a été vite empaqueté. Donc là, on questionne aussi la société américaine qui a tendance à aller très vite sur sa justice. Quand c'est alors quelqu'un qui a un passif en plus de délinquant, mais aussi un Afro-Américain, qui serait potentiellement, on va dire, le coupable idéal. Alors il s'avère que là, en plus, Frank Beecham, on le sent, hein, bon, il regrette certaines choses qu'il a pu faire avant, mais là, il y est pour rien. On essaye de lui faire avoir des remords, mais il ne peut pas en avoir des remords. Et ce qui est terrible, c'est que sa famille est là et il y a des va-et-vient alors qu'il est en prison et qu'il n'y a plus que quelques heures pour lui pour espérer quelque chose. Et Steve Everett, c'est pas le Père Noël, comme il le dit à un moment, même si à la fin c'est drôle, j'en dis pas plus sur la fin, mais c'est quand même assez ironique, va tout tenter, peut-être plus pour lui que pour Beecham au début, mais pourquoi pas. Voilà, et puis il va y avoir tout un délire vers la fin qui montre que, oui, lui, là, le chevalier blanc là, qui débarque, peut-être qu'il arrive trop tard, pour plein de raisons. Ou du moins, si ce n'est pour Frank Beecham, pour d'autres personnes qui avant ont subi aussi. Ah, c'est du pur Clint Eastwood ça. Mais le film, le problème, c'est qu'il part dans tous les sens et qu'il y a trop de choses. Et c'est là où je reviens sur le fait qu'il y ait trois scénaristes, ça se sent que chacun a voulu mettre sa petite patte. Alors ça arrive quand même fréquemment quand il y a plusieurs noms au scénario que le film puisse être bancal. Alors il y a des exceptions bien sûr. Mais là, tu sens vraiment que on a tenté, voilà, de rendre le personnage donc de Clint Eastwood, enfin
de Everett, très gris, parce que c'est ce qu'on aime bien chez Eastwood. Des gens plein de nuances dans son cinéma, tout ça. Alors, c'est pas un enfant de cœur, hein, Steve Everett. Donc déjà, il a fait une erreur. En écoutant trop son flair et son intuition, mais comme il y croit beaucoup, là, il va aller au bout de son délire. En plus, bah, il trompe sa femme, voilà, frontalement, plusieurs fois, notamment avec l'épouse de son rédac-chef, et il délaisse sa famille. C'est-à-dire que c'est un mauvais époux, mais aussi un mauvais papa. Cette scène terrible, où il doit amener sa fille au zoo, et il a un petit appel sur son beeper pour interviewer quelqu'un, donc il est à fond sur son enquête, évidemment, hein, course contre la montre et tout, mais il doit aller au zoo avec sa fille, il lui fait une sorte de speed zoo, là, truc très rapide, où il se casse la figure, enfin bon, c'est assez navrant en fait. Négligence paternelle, parce qu'il est à fond dans son travail, sujet très américain aussi, mais bon. Et ouais, il y a plein de petits trucs qui sont plus ou moins exploités, notamment autour donc des journalistes supérieurs de Everett qui croient plus trop en son flair justement. Au niveau de la prison, t'as un directeur qui doute, c'est bien. Et puis t'as ce révérend là, l'aumônier on va dire, qui est particulièrement spécial, qui se fait son petit sourire diabolique face au miroir et qui impose des confessions à Beecham, en plus qui lui dit vous n'êtes pas de, enfin c'est pas ma même, c'est pas la même église, c'est pas sa même religion, et voilà, il a son propre aumônier, mais ce révérend il veut à tout prix être là, on dirait, on sent une sorte de vautour quoi, et ça lui va bien Michael McKean avec son sourire, ce rôle là, vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, donc il y a plein de détails comme ça, à droite, à gauche, des témoins un peu particuliers. Donc Michael Jeter, là, qui représente, on va dire, le bourgeois blanc qui a peur de la délinquance venue des plus défavorisés. Donc, par truchement de ce que cette société américaine a construit des Afro-Américains ici. Donc vous avez l'engrenage et tout, Amérique raciste, point d'interrogation, ou du moins qui se méfie, et voilà, Eastwood, il met des petits trucs là, il se méfie de la justice, il se méfie même de la religion, tout ça, mais ça reste un peu en surface par rapport à ce qu'il a pu faire avant ou après sur ces thématiques, avec cette liberté qu'il a. Et c'est étonnant parce que dans l'écriture, on sent qu'il a voulu imposer des trucs. Alors, évidemment, il n'est pas crédité en tant que scénariste aussi. Ça, c'est aussi la politique des auteurs. À un moment, le réalisateur, il laisse souvent sa place au crédit quand il y en a d'autres qui écrivent. Mais on voit que sur son personnage, il a vraiment voulu aller au bout. C'est un peu, oui, déstructuration d'un gars qui aurait pu être un héros, qui l'a été, mais qui a fauté, qui veut, on va dire, se racheter. Oui, il y a de cela encore une fois dans ce personnage eastwoodien qui il met vraiment de sa vie privée aussi entre sa fille qui est au casting et le fait qu'il trompe son épouse, alors qu'on le sait, ça a été quand même un grand cavaleur, hein, Clint Eastwood. Bon, enfin, il a accumulé des conquêtes, il n'a pas tout le temps été fidèle, je pense. Voilà. Donc c'est passionnant ça. Mais après, voilà, sur l'histoire de cette société américaine, on reste un petit peu en suspens par moment, même si ça en dit long, notamment vers la fin. Il y a cette idée que, bah oui, la justice essaye de faire son travail peut-être, mais elle le fait, on va dire, à double tranchant ou à double vitesse, quand il s'agit de certaines personnes. Mais ça, c'est pas que la justice américaine, hein, en soi. Et donc il y a tout ce délire, et puis il y a cette idée aussi d'avoir peut-être l'intention pour Clint Eastwood de faire une sorte de pamphlet contre la peine de mort. Voilà, un petit peu, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a accepté ce rôle. Que des fois, cette peine de mort, justement, déjà, qui peut rendre vraiment cette justice fatale? Bonne question. Hein. Mais surtout que s'il y a des cas d'innocence, de jugement hâtif, ça peut être terrible quand même. Déjà que c'est terrible quand quelqu'un est innocenté après des décennies de prison, après des erreurs judiciaires, vous imaginez le délire. Mais bon. Voilà, donc ici, il remet à la place de l'humain, hein, enfin, on remet l'humanité au centre des choses, et que parfois même il faut se méfier, que ce soit de la justice, de la religion, mais aussi de l'instinct et du flair que son personnage a. À un moment, il faut peut-être réfléchir et aller au-delà, et puis pas penser qu'à sa gueule. Il y a ce message final est un petit peu là quand même, tant et si bien que cette conclusion est amusante. Et il y a une forme de double boucle d'ailleurs, entre l'accident de voiture de sa collègue journaliste au début, et à la fin, il y a course contre la montre avant, voilà, peut-être pour apporter la vérité en voiture, ou le virage de la mort, et là, passer de justesse, peut-être que pour signifier que le virage de la mort va être évité aussi pour Frank Beecham, peut-être, et cette idée aussi donc du Père Noël, et de cette société autour, notamment il y a un personnage de SDF, qui est là, peu sexiste, un peu paumé surtout,
qui revient à la fin, comme ça, déguisé en Père Noël. Bon. On regarde des petits trucs comme ça, l'Amérique de Eastwood, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de choses parce que chacun a voulu mettre sa petite patte scénaristique. Eastwood a fait ce qu'il a pu, c'est pas son, on va dire, majeur, son film le plus majeur, même de cette époque-là, des années 90. Bien sûr qu'il en a fait d'autres avant qui étaient quand même extraordinaires hein, dans cette décennie. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Donc voilà, ça se regarde, ça s'analyse. C'est toujours intéressant de voir un film de Eastwood avec le regard sur sa filmographie et sa vie. Ici, vraiment, on est en plein dedans. Il y a des fragilités, mais il y a des choses qui sont passionnantes. Voilà. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et si tout va bien, le prochain dont je parle, de ce monsieur, c'est son nouveau, qui sera peut-être son dernier, je ne sais pas. En espérant que ce soit bien distribué en salle, mais s'il ne l'est pas, c'est que c'est vraiment un scandale. Mais ça, j'y reviendrai ou pas, parce que le 30 octobre, quand ça sort, il y a toute une sorte de multiplication de sorties en même temps, et j'ai un petit peu peur du truc. Voilà, mais bon, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.